François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. Vous connaissez le principe, chaque jour dans ces petits carnets qui lui servent rituellement pour noter les comptes, pour noter ce qu'on mange, ce qu'on fait, ce qu'on dépose à la laverie, les personnes qu'on rencontre, à qui on écrit. Celui de 1925, celui-ci a un statut bien particulier. Ça, c'est juste le même que j'ai trouvé sur eBay. Il est vide, les petites cases sont vides, mais j'ai touché l'original de Lovecraft à Providence l'été 2015 à la John Hay Library. Pendant 2 mois, j'avais déjà pu travailler là-dessus, sinon j'aurais pas de quoi me lancer dans ce marathon. Une couverture qui s'effrite un peu, même l'original, ça me faisait un peu mal, cette poussière qui tombe, évidemment, mais ça résiste, c'est fait pour être dans la poche, c'est du costaud, c'est du solide, et Lovecraft 1925, c'est une année bien particulière. Au 31 décembre, il a emménagé à Brooklyn, au 169 à Clinton Street, tandis que Sonia, son épouse, depuis le mois de mai dernier. Est-ce que c'est une séparation? Non, puisque jusqu'en 1928 continuera la relation. Le divorce ne sera jamais finalisé, mais cette année, c'est une vie seule à se consacrer à écrire. Pour Lovecraft, une année de transition entre tous ces fictions qui sont surgies tardivement, alors qu'il arrive 28, 29 ans, 30 ans, dans les années 20, 22. Et là, ce qui va surgir après l'année New York, de 1926 à 1936, les 10 ans qui lui restent à vivre, puisqu'il meurt à 46 ans, on aura des fictions qui, évidemment, fabriquent pour nous, l'écrivain, de légendes, font que quoi que ce soit qu'on pense de lui ou pas, c'est de la littérature, un point. Et c'est bien ça qui est notre guide ici, dans cette exploration au quotidien. Quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois c'est plaisant et des fois c'est pas plaisant. Eh bien, aujourd'hui, je vous en préviens, c'est une journée triste, une journée ratée. Alors c'est le paradoxe. Est-ce que si la journée est ratée, toi tu vas faire une vidéo ratée? J'espère que non. Allez, ordi. Alors, dans notre agenda, avril 1925, c'est la dernière page du mois, dimanche 26, lundi 27, mardi 28 et aujourd'hui, mercredi 29, toujours évidemment une journée de décalage pour eux, mercredi pour nous, mardi. Et avant la fin de cette page, on aura basculé dans le mois de mai S29. Pourquoi une journée ratée? Vous voyez même qu'on a graphiquement, graphologiquement, un peu plus de blanc entre les lignes, comme si déjà Lovecraft nous disait ouais, tu vois, il y a des trous, il y a des trous, il y a des trous, il y a du blanc. Alors ça commence comme d'habitude, up late. Oui, on se lève tard. Quand il s'agit de se lever à midi, on dit up noon. Quand il s'agit de se lever avant midi, on dit up early. Et dans sa pendule à lui, up late, c'est jamais très précisé. Donc, disons entre 13h et 14h, eh bien, on peut avoir un petit peu faim. On dit qu'on mange. Et c'est la réunion. Boys. Les boys, c'est les copains. Les copains arrivent, et puis là, il y a pour la première fois cette indication. Late plus slowly. Il attend les boys, le Kalem Club. Et à l'heure dite, personne. Ils finissent par arriver, mais lentement. Ils viennent à reculons. Qu'est-ce qui se passe? Reinhard Kleiner est là, Samuel Loveman est là, George Kirk est là, Arthur Leeds est là. On est donc 1, 2, 3, 4, 5 avec lui, mais il n'y a pas Morton, il n'y a pas Frank Belknap-Long. Alors peut-être là aussi, sur Loveman, il y a beaucoup de choses à faire. En plus, il est employé dans une librairie. Reinhard Kleiner aussi, il est employé de bureau à Manhattan tout en habitant à Brooklyn, donc il a déjà une journée de travail. Mais c'est peut-être ça aussi qui font qu'après le boulot, il faut encore aller
Au Calem Club, encore aller, c'est être encore chez Lovecraft. Ouais, mais Lovecraft, lui, il a roupillé toute la moitié de la journée. Et lui, il est là, tout excité. Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on parle? T'as lu ça dans le journal? Et non, aujourd'hui, ça marche pas. Et on a ce mot, dull meeting. Réunion ratée. Réunion ennuyeuse. Réunion bizarre. On continue, nous, quand même, la vidéo? Bah ouais. On va se donner une chance. Qu'est-ce qu'on fait puisque ça marche pas, qu'on n'a rien à se dire? Bah, on descend à la cafétéria. Hot Tiffany. Loveman. Ben, écoutez, les gars, je m'en vais. Une journée ratée, ça continue par quoi? Par une journée ratée. Mais nous, la vidéo, elle n'est pas ratée. On continue. On tient quand même le coup jusqu'à 2 heures du matin. Donc lesquels? Reinhard Kleiner, qui va se lever le lendemain à 6 heures pour aller bosser. Et George Kirk et Leeds, qui lui rentrera à Manhattan en métro. Et on remonte. Qu'est-ce qu'on fait? Il monte chez George Kirk. Et là, peut-être, l'explication. On a ça dans les lettres de George Kirk. Vous savez que sa fiancée, Lucille, est restée à Cleveland. On n'a pas la correspondance entière, mais il nous en reste comme ça des bribes non datées. Et elle, il l'annonce. On en a parlé hier, j'ai même montré sur la carte où c'était. Tous ces jours, il disait que il n'en pouvait plus. Alors il dit à la fois, c'est ça le paradoxe, Lovecraft est son meilleur ami, ils ne s'entendent pas sur grand-chose, mais c'est celui avec qui il aime le plus être. Et puis pour bosser, pour brasser les livres, pour aller en librairie, pour tous ces aménagements de la vie quotidienne, il y a une vraie amitié, ils sont ensemble. Oui, mais Lovecraft, c'est parler, puis il y a toutes ces réunions, puis il y a toutes ces obligations, et puis c'est comme une espèce de sanctification. Pourquoi il note toujours dans le petit agenda ce qui se passe là pour les boys? Parce que pour lui, ils sont en train de fabriquer de l'histoire littéraire, alors même qu'on leur dénie tout. Lovecraft mourra en mars 1937 sans avoir publié de livre de son vivant. Enfin, un qui est plein de fautes et qui lui arrive juste là, sur le lit d'hôpital, Hillsmouth. Abrégé. Eh bien, George Kirk, il n'en peut plus parce que il dit tant qu'à s'ennuyer, autant s'ennuyer tout seul. Au moins il réfléchit, au moins il lit, au moins il écrit. Et cette promiscuité devient pour lui invasive. Il l'a dit 20 fois, il l'a dit 30 fois. Il a fait ce voyage qui a dû l'aider à réfléchir. Ils sont allés tous les deux à Washington avec un billet promotionnel de $3. Lovecraft est rentré le soir à New York et Kirk, lui, est parti par Baltimore, par Philadelphie, par Trenton. Et probablement, il a pris la décision là. Et hier, ou avant-hier, il a trouvé une chambre à louer, Orange Street. Alors on est plus près du pont de Brooklyn, tout près de la vieille Fulton Street. C'est quoi? C'est à 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à pied. Oui, mais ce qu'on a coupé, c'est le cordon ombilical. C'est pas la chambre de Lovecraft, et juste à l'étage au-dessus, posée, emboîtée, la chambre de George Kirk. Et hier, je disais, on a cette lettre à Lucille, qui est datée de ces jours-ci. Il ne l'a pas dit encore à Lovecraft. Il n'ose pas le dire. Alors, est-ce que c'est ce soir, au Tiffany, après la réunion ratée? Est-ce que même Loveman et Kleiner, parce que Kleiner et Kirk sont très proches, Loveman est de Cleveland comme Kirk. Hier, on avait Lovecraft qui aidait Loveman à chercher lui-même une chambre, peut-être même qui lui a proposé de venir s'installer là au 169 Clinton Street. En tout cas, là, tout d'un coup, on a du silence, on a du trouble. Lovecraft, probablement, a appris que George Kirk va déménager. Alors déménager, ce sera la semaine prochaine. On a ici une indication. Alors évidemment, nous, on va le faire jour après jour. Vous savez qu'on n'a pas le droit de lire en avance le journal.
Mais vous voyez, début mai, comme l'écriture devient oblique, devient penchée, devient serrée, devient aiguë. Alors évidemment, ici, on a un rendez-vous qui se profile, c'est le retour de Saratoga de Sonia. Et donc ça, c'est encore une autre horloge qui revient. Mais on l'a ici, le 4 mai, en encadré, quelque chose il est jeté même hors de la graphie du journal. On a mis dans le petit rectangle Kirk Move, D-E-F-T. Kirk a déménagé définitivement. Et c'est les mêmes syllabes que s'il était défunt. Quand même. Et mine de rien, on a une autre indication. Alors qu'on a toujours vu ses initiales, JK, comme SL pour Loveman, pour RK, pour Reinhard Kleiner, SA pour Sonia, qu'il n'appelle pas Sonia Lovecraft, il continue d'appeler Sonia Hafikin de son nom de jeune fille avant son mariage avec Monsieur Green. Eh bien, JK Kirk, qui déménage, qui divorce, presque de Lovecraft, bien avant le divorce qui ne sera jamais finalisé avec Sonia. Maintenant, dans le journal, on va l'appeler Kirk. K-I-R-K. On va supprimer la familiarité des initiales pour le réappeler par son nom. Plein de fois, ce sera Kirk. K-I-R-K. Alors évidemment, quand ils se retrouvent encore après, ce serait J.K. Cole. On ne se sépare pas comme ça, tout va bien. Mais l'irréparable est accompli. Voilà, pour aujourd'hui. Et ça méritait quand même une édition spéciale de notre journal. Alors gardons quand même nos habitudes, allons voir mon PDF. Vous savez, d'un côté, j'ai Lovecraft, le carnet, et puis de l'autre côté, j'ai Balzac. Ça fait là plus de 4 mois maintenant, presque 6 mois pour Balzac. De quoi j'ai envie? Moi, j'avais envie de lire Proust, ça me dévore de lire Proust, j'ai envie de lire Proust. Et là, on était toujours dans cette... J'essaye de comprendre mieux ce Samuel Loveman qui est devenu pour Lovecraft, même justement, une affinité peut-être plus grande, parce que Loveman et Lovecraft écrivent. Reinhard Kleiner écrit en amateur, c'est un être, plus on le connaît, plus on l'aime. Il a laissé beaucoup de textes d'ailleurs sur l'histoire du Kalem Club, heureusement qu'il s'en est fait un peu l'historiographe. Et Kirk, il est libraire. Kirk n'a pas du tout de velléité d'écrire. Et dans cette situation-là de tension, on a l'impression que Loveman et Lovecraft se rapprochent. Avec un autre problème pour Lovecraft, c'est que Loveman, lui, reste aussi les deux pieds impliqués dans le voisinage de Hart Crane, de Cleveland, voisinage dont Lovecraft est exclu. Et en cherchant un petit peu, mais Loveman, qui a toujours eu aussi ce boulot de bibliophile, il est un excellent traducteur de Baudelaire. Alors ça, on en avait d'ailleurs reproduit quelques-unes dans un, je crois, quand on a présenté Loveman ici. Et ces poèmes à lui, disons qu'ils sont délicieusement traditionnels, comme on dit. Il a écrit aussi beaucoup de préfaces, mais c'est pas avec des préfaces qu'on fait une œuvre, à moins de s'appeler George Louis Borges et d'écrire le livre des préfaces avec une préface aux préfaces. Il a écrit aussi des articles de bibliophilie, hier, avec Boswell, et je voulais en explorer d'autres, continuer là d'en transcrire quelques autres. Et j'ai retrouvé un texte qui fait la parution du temps retrouvé. Là, tout d'un coup, j'avais Proust qui revenait. Alors, Swan's Way, du côté de chez Swann, est traduit quasiment aussitôt, et je crois que c'est en 1919, en tout cas, c'est un événement considérable. Et on en trouve plein d'occurrences dans la correspondance de Lovecraft. À Barlow, il se moque presque. Ouais, ton ami Marcel. Prends ça, Barlow. Il y a un petit passage à Derleth. Oui, aussi singulier que cela puisse paraître pour un vieux gentleman aussi conservateur, j'ai trouvé que Proust était un artiste vraiment remarquable. Il reste à savoir si je prolongerai la lecture de Swan's Way par d'autres titres du même auteur, car je suis très indolent en la matière. Mais quoi qu'il en soit, j'ajoute mon hommage sénile au cœur d'estime qui émane de mes jeunes enfants effrayés. Certes, tout le monde parle de Proust, et nous on compte pour du beurre.
Il continue même avec Balzac. Il semble que ce soit une idée française standard que d'essayer de dépeindre à grande échelle des sections largement représentatives de la vie. Et Proust poursuit bien la tradition si prometteusement initiée par Balzac. C'est qu'il aimait aussi beaucoup la peau de chagrin. Il serait difficile de trouver ailleurs une explication aussi authentique et exhaustive de la conscience humaine. Chapeau, Lovecraft, dans son hommage à Proust. Et le texte de Loveman que j'ai retrouvé, c'est en 1932, Le temps retrouvé. Et il conclut l'article par une phrase qui n'est pas de Proust, mais qui est prise au drame élisabétain. Et l'enfer, c'est moi-même. Là où je suis, c'est l'enfer. Et comme par hasard, Loveman centre là sur ce qui fait un petit peu le scandale du temps retrouvé. C'est la scène du bordel de garçons avec le baron de Charlus. Il fait aussi un hommage au traducteur, Moncrief, qui a traduit tout Proust, C.K. Scott Moncrief, mais qui décède juste au moment où il lui aurait fallu traduire le dernier volume, le dernier tome, le temps retrouvé. Ça aussi, c'est bien de Loveman, cette attention. Alors pour moi, c'est une pièce de puzzle. Il faut introduire comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est aussi ce dont ils parlent, tous ces gens, ce dont ils discutent à plus soif toutes les nuits. Et puis moi, j'ai mon Balzac, j'ai mon Proust, et j'ai Loveman et Lovecraft au milieu. Alors le New York Times, mercredi 29 avril 1925, on y est. Et j'ai traduit ce petit entrefilet. Training camp soldiers must go to church. On parle de Governor's Island, de manœuvres militaires, et on contraint les militaires, avant les situations de combat, à prier. Et on demande aux soldats à ce que leurs pratiques religieuses soient avérées et notées. Et pour ça, on va distribuer cet article. Bon, on jure sur la Bible quand on devient président des États-Unis. Toutes ces choses qui nous paraissent à nous étranges. Mais pour les Lovecraft, qui se revendiquent comme athées, c'est aussi quelque chose qui rentre là dans la perception concrète de Lovecraft. Et on distribue aux soldats, là, par ordre du gouverneur militaire, une image d'Épinal. Alors cette image-là est d'époque, c'est pas celle qu'on distribue aux soldats. J'ai pas réussi là, pour l'instant, à la retrouver, mais confiance dans l'équipe. Washington at Valley Forge. Alors Valley Forge, c'est on est la veille, au matin d'une bataille, 19 décembre 1777. Et Forge Valley, c'est un combat évidemment contre les troupes anglaises, les troupes coloniales. Et le combat se traduira côté Washington par 12 000 morts. Mais ces 12 000 morts, en plein hiver, dans la neige, on dirait la retraite de Russie, la Bérésina, c'est les mêmes tableaux, c'est le même froid. Le froid fait presque sans doute autant de mal que le canon. Mais là, dans ces montagnes, c'est cette même figure qu'on trouve dans la tempête de Pantagruel, la tempête du quart-livre. Quand tout est perdu, on s'adresse à Dieu, on prie. Et bien, George Washington, l'image d'Épinal, l'image qui reste de Forge Valley, l'image qu'on distribue aux militaires de 1925, tous les militaires américains, c'est ça. Prends confiance. Washington, quand il a prié le matin de Forge Valley, 12 000 morts, mais on a gagné. Ces petites choses, on a à côté une publicité, Inquiring Reporter, c'est quoi ? C'est une publicité de tabac, l'image virile du reporter de guerre, là encore. Vous voyez le lecteur qui tourne le dos, qui plonge dans le journal, mais l'homme qui écrit, lui, là, il a la clope au bec, autant de choses qui sont totalement étrangères à Lovecraft. Qu'est-ce que j'ai pris ? Et dans cette même édition quotidienne, 2 autres articles seulement, parce qu'aujourd'hui, l'important, c'était donc le déménagement de George Kirk. On est page 3, c'est pas un grand article, mais c'est une histoire évidemment atrocement banale. C'est un père qui exerce des sévices sur son fils. La situation
en est rendu à un tel point que l'épouse tue son mari à cause des mauvais traitements qu'il inflige à ses enfants. Évidemment, la mère est arrêtée et l'enfant, sauvé des griffes du père, lui, on le fait adopter par les services sociaux. Rien d'autre, mais et là, on a évidemment le juge Lewis John Smith, on a ce petit Howard, comme Lovecraft, le même prénom, qui avait juste 1 an. C'est-à-dire des sévices exercés sur un bébé d'1 an et son frère, Edward, de 7 ans. On est à Amityville. Et les 2 enfants, on les a envoyés dans un sanitarium pour mental defectives. C'est le seul endroit où on peut recueillir des enfants maltraités. Alors on a un organisme, Charles Goldnick, qui lui intervient au nom de la Society for the Prevention of Cruelty to Children, prévention de la cruauté exercée envers les enfants. Rien que toute cette petite micro-complexité qui sort là. Où est la justice? Où est la décision juste? Pas de commentaires, c'est juste, on est tous évidemment dans les mêmes réflexions là-dessus. Et bien plus loin, j'ai repris ça aussi, une publicité, cette fois pour Salt Lake City, et comment on se baigne dans le lac salé sur le dos, qu'on flotte comme dans la mer morte, on n'arrive pas à s'enfoncer. Et voilà le bel hôtel qui vous accueille avec son beau parc et ses bâtiments où déambuler et ses sources. Et il fait beau à Salt Lake City. Et ce dernier, c'est ça. On est dans une page, disons, de variété, de petites infos. Eh bien, c'est un homme de 72 ans, mon âge, qui a eu en rêve une vision. Et cette vision, il l'a appelée Only Hope. Cet homme de 72 ans a vu en rêve, comme dans tant d'histoires de Lovecraft, une image qui serait la représentation de l'espoir. Il l'a envoyée au président Coolidge parce que, pour lui, ce serait cette image de l'espoir qui lui a été réveillée, pour lui, cette image de l'espoir qui lui a été révélée dans son rêve pourrait être une inspiration pour la jeunesse. C'est pas beau? Évidemment, il nous le fallait, cet article-là. Ça compense tout, ça compense le déménagement de Kirk, ça compense le reste, ça compense cette journée triste. À demain.